Écoutez, je vous propose qu'on débute cette dernière table ronde, me semble-t-il, de la journée. Donc on est plutôt en mode bistrot, quoi. Donc on va essayer de faire une conversation qui aille au-delà des réflexions de PMU sur la question des inégalités territoriales. Alors finalement, c'est une question dont on pourrait se dire qu'elle est aujourd'hui, mais c'est une hypothèse, un substitut à la question des inégalités sociales, puisque dans le paysage médiatique et dans l'espace public, c'est un enjeu qui revient de manière récurrente. La question de la France périphérique, la question de l'opposition entre milieu rural et métropole, centre, périphérie, le fait qu'un certain nombre de personnes qui résident dans les milieux urbains sont considérées par certains sociologues comme des insiders, comme des anywhere, des gens qui ont la capacité à appréhender de manière large tous les standards de la mondialisation, et à l'inverse, d'autres populations qui seraient assignées à résidence, alors soit dans leur quartier quand on parle de quartier populaire, soit dans des milieux plus éloignés, milieux ruraux, villes intermédiaires, villes d'équilibre. Enfin, il y a tout un florilège de concepts qui aujourd'hui essayent, à partir de la question territoriale, finalement, de redéfinir et d'appréhender la question des inégalités. Donc c'est un peu le thème de ce Salon des maires. Comme de traditionnel, trois partenaires se sont retrouvés autour de ce lab inclusif et solidaire. Donc l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est représentée aujourd'hui par Élodie Bousquet, notre ami Gilles Leprousse, qui est toujours le président de l'association Ville et Banlieue, et Sandrine Martin, qui a en charge à la FEV des associations de la Fondation étudiante pour la ville. Donc on voit là aussi les correspondances, qui est en charge les questions d'enseignement supérieur et d'engagement de la jeunesse. Donc l'idée, c'était, à partir de cette question des inégalités territoriales, comment deux acteurs type l'agence de lutte contre l'illettrisme et une autre association comme la FEV appréhendent de manière pratique et opérationnelle cette question-là. Et peut-être, comme on le fait de manière un peu traditionnelle maintenant, Gilles essayera de ramasser tout ça et nous dire particulièrement, parce que association Ville et Banlieue est souvent associée aux villes urbaines, périphériques, quartiers populaires tels qu'on les définit aujourd'hui, mais il se trouve que à la FEV, on a commis une étude, en tout cas, ce n'est pas nous qui l'avons commis, mais c'est Achille Varnan pour ne pas le citer, et qui nous a fait démonstration qu'en fait, la politique de la ville et la géographie de la politique de la ville, aujourd'hui, s'est métastasée sur l'ensemble du territoire. Et l'originalité de son approche était la question de la pauvreté. Et il allait même jusqu'à dire que finalement, la pauvreté est plus importante en dehors des villes traditionnelles de notre imaginaire liées à la politique de la ville. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là que l'on pose sur la table. Donc ce que je vous propose, c'est de donner tout d'abord la parole à Élodie, qui va peut-être nous présenter l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et quel lien vous faites avec la question des inégalités territoriales, sachant que, d'après ce que j'ai cru savoir, l'agence s'est dotée d'un observatoire et a commis récemment une enquête qui s'inscrit pleinement dans le débat d'aujourd'hui. Donc, Élodie, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, Élodie Bousquet, je suis secrétaire générale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, je vais peut-être commencer en préambule par une définition rapide de l'illettrisme. Donc, l'illettrisme, ça caractérise la situation des personnes qui, bien qu'ayant été scolarisées en France, ne maîtrisent pas suffisamment les compétences de base en lecture, en écriture, pour être autonomes dans la vie quotidienne. Donc l'agence, sa mission, elle est de réunir, soutenir les décideurs et les acteurs qui interviennent à la fois dans les politiques de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Nous avons donc organisé avec l'INSEE
une grande enquête qui s'appelle Formation tout au long de la vie, qui a été réalisée en 2023 et qui a concerné plus de 16 200 personnes, qui a permis de mesurer aujourd'hui le phénomène d'illettrisme en France et qui éclaire effectivement également la question des inégalités territoriales. Et le rôle de l'agence, c'est effectivement de mesurer le phénomène pour éclairer les décideurs dans les politiques qui sont conduites, mais aussi de coordonner les actions sur les territoires, puisque nous disposons de chargés de mission coordonnateurs dans chacune des régions, et d'outiller les opérateurs. Donc ce que nous apprend cette étude, c'est que l'illettrisme recule. Il touchait 7% de la population en France il y a 7 ans. On est aujourd'hui à 4% de la population touchée. Ça représente 1,5 million de personnes. Donc ce qui est un chiffre encore important et qui nous invite à poursuivre l'action. Concernant l'âge, en fait, cette enquête révèle certaines nouveautés. Alors effectivement, précédemment, c'était les populations les plus âgées qui étaient le plus concernées puisqu'elles avaient eu des temps de scolarité plus courts. Et aujourd'hui, en fait, on s'est aperçu que même si 52% des personnes concernées ont 45 ans et plus, on s'aperçoit que 11% des personnes concernées ont entre 18 et 24 ans et ce taux remonte alors qu'il n'était que de 7% précédemment. Et il est confirmé aussi par les résultats des journées défense citoyenneté et qui confirment que 5% des jeunes sont en situation d'illettrisme. Donc on voit qu'il y a une nécessité d'agir de manière prioritaire sur ces publics-là. Sur la question des territoires aussi, l'illettrisme est présent sur tous les territoires, mais il est surreprésenté dans les zones rurales et aussi dans les villes moins peuplées, et plus particulièrement sur les quartiers politiques de la ville, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a 2,5 fois plus de risques d'être en situation d'illettrisme dans les quartiers politiques de la ville, comme dans les territoires d'outre-mer. Donc effectivement, on s'aperçoit que les inégalités territoriales sont présentes. Concernant aussi, si on croise ces éléments-là avec les éléments relatifs à la pauvreté et aux revenus, on s'aperçoit aussi que les personnes les plus pauvres, dont les revenus se situent dans le premier quintile de revenus, eh bien effectivement, il y a là une fréquence de 23% de personnes en grande difficulté avec les compétences de base, contre 4% dans les quintiles de revenus les plus élevés. Donc effectivement, les inégalités, qu'elles soient territoriales ou sociales, se recoupent. Peut-être, je tiens à vous donner peut-être 2 chiffres qui ne concernent pas précisément les inégalités territoriales, mais qui illustrent aussi bien la présence de personnes en situation d'illettrisme au travail, parce qu'on peut avoir l'impression en fait que les gens qui sont au travail ne rencontrent pas des difficultés avec des compétences de base. Or, aujourd'hui, 1 personne sur 2 en situation d'illettrisme est en emploi. Un demandeur d'emploi sur 6 est en difficulté avec les compétences de base. Et si on regarde en fait les personnes qui sont au chômage depuis plus de 2 ans, 25% rencontrent des difficultés avec les compétences de base. Donc l'ensemble de ces données-là, on les a analysées grâce à l'observatoire de l'agence. On a produit en fait cette infographie que je mettrai à votre disposition. Et elle est destinée effectivement à guider l'action des décideurs. Et elle va nourrir en fait les nouvelles priorités d'action de l'agence, qui va certainement renforcer son action en direction des publics les plus jeunes, comme je viens de vous l'indiquer, mais aussi des quartiers prioritaires politiques de la ville, des zones rurales et des territoires d'outre-mer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, merci Élodie. Alors pour faire le pont un peu avec la conclusion de vos propos sur la question des milieux ruraux et des milieux territoriaux, la FEV est un enfant de la politique de la ville, donc elle est née en fait dans les grands quartiers périphériques il y a une trentaine d'années. Le nombre d'étudiants devait être avoisiné les 1 700 000, 1 800 000. Plus de 30 ans après, on est face à une population étudiante de 2 900 000. Donc ce double mouvement à la fois de massification et de démocratisation a généré une nouvelle hétérogénéité sociale des étudiants qui, de fait, sont issus de territoires
à la fois éloignés de milieux ruraux, à la fois de villes intermédiaires. Et la question de la mobilité et de l'accès à l'enseignement supérieur pose un certain nombre de questions. Et de ce fait-là, je sais que la FEV a fait évoluer aussi son emprise territoriale, à la fois par l'évolution de ces dispositifs qui l'amènent maintenant à intervenir sur des territoires qui ne sont pas les territoires de centralité urbaine fortement densifiés. Et ceci amène un certain nombre de réflexions qui font que, je crois, Sandrine, vous avez contribué à forger cet enjeu qui est cher à la FEV aujourd'hui sur la question de la mobilité sociale des jeunes. Donc à partir de cette réflexion-là, à partir de la réalité aussi de la nouvelle emprise d'intervention de la FEV, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la question des inégalités territoriales? Merci Jérôme. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Tu as dit déjà pas mal de choses, mais à la FEV, en fait, on s'est rendu compte que l'ensemble des actions qu'on portait, puisqu'on commence, nous, très jeunes, hein, on a des actions vraiment avec les tout petits sur la question de l'accompagnement vers la lecture. On jalonne en fait le parcours des jeunes des quartiers prioritaires. Et aujourd'hui, de plus en plus de jeunes qui sont sur des territoires peu denses. Nous, le résultat du confinement nous a permis d'aller dans des territoires où on était peu présent et où les étudiants aujourd'hui accèdent de plus en plus. Et surtout, ça nous a permis de créer des actions avec les lycéens. Donc ça nous a ouvert un champ des possibles bien plus important en termes de possibilités d'engagement. Et donc tout au long du parcours du jeune, on s'est rendu compte qu'on intervenait justement sur ces inégalités territoriales qui sont fortes et qui, pour certaines, sont des vrais freins à la mobilité sociale. Quand je dis frein à la mobilité sociale, c'est que ça va être déterminant dans la poursuite du parcours de la scolarité et ensuite le parcours de formation. Et donc là, on essaie de mettre en avant dans les collectivités tous les éléments qui vont concourir à cette évolution sociale et qui vont permettre à ces jeunes de poursuivre leur parcours. Dans les éléments importants, évidemment, quand arrive le passage vers l'enseignement supérieur, qui est quand même déjà pas toute la jeunesse, hein, c'est qu'une petite partie aujourd'hui de la jeunesse qui est dans cette situation, en tout cas dans les quartiers prioritaires et les villes peu denses, on se rend compte que, évidemment, alors il y a la question de la mobilité qui est un élément primordial, le fait d'aller poursuivre ses études dans une métropole ou dans une ville plus grande est un vrai gros frein aujourd'hui à la poursuite d'études, et évidemment la question du logement étudiant qui aujourd'hui est une vraie grosse discrimination pour les jeunes qui viennent de ces territoires plus éloignés ou peu denses. Et les QPV aussi, puisque la question de la décohabitation, qui est un élément important de l'expérience étudiante, est souvent pas possible, et donc des jeunes qui restent pas assignés à résidence, parce que c'est un peu fort, mais en tout cas qui ne peuvent pas vivre pleinement l'expérience étudiante telle qu'on la propose aujourd'hui. Et donc, pour répondre à ces problématiques-là, on a développé ce qu'on appelle, nous, les colocations à projet solidaire, qui sont des colocations, alors déjà un élément intéressant d'expérience de vie en collectif, qui va permettre à un moment donné de pouvoir acquérir assez vite tous les codes de la ville dans laquelle la personne va arriver, qui va permettre de créer des liens assez vite pour ne pas être isolé. Hein. Vous savez que dans le milieu étudiant, un des plus gros facteurs on va dire de décrochage précoce en début de cursus, c'est le fait d'être seul, le fait d'être isolé et de ne pas pouvoir interagir avec d'autres. Et donc ces colloques, elles vont permettre ça, et puis surtout elles vont permettre de faire partie d'un quartier, de faire partie d'une solidarité locale qui est souvent très très forte, et vont permettre aux jeunes de s'engager sur ce territoire et d'en être pleinement habitants. Donc voilà le modèle qu'on propose maintenant depuis plus de 10 ans, qui fonctionne bien et qui permet aux étudiants d'avoir du logement à un coût très abordable, et qui permet d'avoir aussi une forme de mixité intéressante dans un certain nombre de quartiers. Alors soit à l'échelle micro, puisque ça peut être à l'échelle d'une tour ou d'un immeuble, soit à l'échelle macro, si on arrive à avoir des résidences qui rayonnent un peu plus sur l'ensemble du quartier. Donc c'est vraiment ce type de projet-là qui va répondre à un moment donné à des inégalités territoriales fortes, à la fois à la problématique QPV, mais aussi à la problématique des jeunes qui viennent de territoires peu denses et qui ont des difficultés à poursuivre leurs études parce qu'ils n'ont pas accès à un logement qui leur permette de le faire. Je dis bien logement, mais pas uniquement. J'insiste beaucoup, moi, sur la question de l'expérience étudiante, parce que c'est souvent ce qui est déterminant dans la réussite des parcours.
On le voit de plus en plus. Je vous parlais tout à l'heure du décrochage précoce. C'est entre 20 et 30% des étudiants qui décrochent dans les 2 premiers mois de leur arrivée à l'université, principalement à l'université. Et donc le fait d'avoir une accroche, et là la coloc c'est vraiment ça, une accroche et des liens qui se forment très très vite, ça va permettre d'éviter ce décrochage précoce. Donc ça c'est aujourd'hui des choses qu'on essaie de porter nous fortement pour montrer qu'il y a des possibilités pour les jeunes des territoires peu denses pour trouver du logement. On aimerait évidemment qu'il y en ait beaucoup plus. Aujourd'hui on est autour de 1300 places, donc c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on pourrait faire et développer avec les collectivités locales, avec les bailleurs, pour arriver à développer une offre de logement étudiant qui corresponde aux besoins et en même temps qui corresponde, on va dire, aux éléments qui jalonnent les parcours des jeunes aujourd'hui. On a plein d'autres projets, mais je voulais insister sur celui-là parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant quand on pense une politique jeunesse sur son territoire. Il y a à la fois les jeunes qui y sont, mais il y a aussi les jeunes qui vont y venir. Et je pense vraiment qu'il y a des choses à penser en termes de solidarité territoriale entre les villes denses pour le coup, et les villes qui le sont moins. Et ça en fait partie. Et ça devrait être potentiellement plus visible en termes de partenariat. Merci Sandrine. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Est-ce que Ville et banlieue aujourd'hui a élargi aussi son champ de réflexion par rapport à une géographie de la politique de la ville qui finalement a fortement évolué? Vous êtes par ailleurs vous-même maire d'Allonnes, vous êtes partie prenante d'une communauté d'agglomération, et sans vous faire injure, c'est plutôt des territoires intermédiaires entre les grandes métropoles et des territoires très ruraux, avec toujours cette contradiction, mais j'ai l'impression qu'il y a un changement, y compris culturel, au niveau des élus de ces territoires. C'est qu'à la fois, bien sûr, ils souhaitent cultiver l'attractivité de ces territoires-là, et notamment si on pense à la jeunesse, mais aussi avec un souci de dire comment on crée les conditions aussi de la mobilité de jeunes qui voudraient vivre aussi d'autres types d'expériences. Je commencerai, et très sincèrement, par remercier les 2 intervenantes de 2 belles associations qui font un travail, que si elles n'étaient pas présentes, il y aurait vraiment des vrais trous dans la raquette. Parce qu'on pourrait penser que l'élitisme, tout ça, c'était avant. Les chiffres montrent que, bien non, y compris, il y a des évolutions, y compris parmi les plus jeunes. Les étudiants, le logement, qui est une véritable galère aujourd'hui, une complexité qui fait qu'il y a des mômes de familles populaires qui renoncent, coût des études, et dans le coût des études, la question du logement est une problématique qui est quand même très très présente. Et alors, ce que ça m'inspire, alors tout ça sur le fond d'inégalité sociale et territoriale, alors peut-être déjà sur un élément, parce que des fois, certains nous titillent. Nous, à Ville et banlieue, on ne pense pas que les quartiers prioritaires soient l'exclusivité des inégalités sociales. Aujourd'hui, malheureusement, les inégalités sociales, la pauvreté, elles se répartissent sur tout notre territoire. Ce qui est d'ailleurs assez dramatique pour la 6-7e puissance mondiale. Ça doit nous interroger comme citoyens d'être face à une telle situation. Parce que derrière, c'est de la vie d'hommes et de femmes, jeunes ou moins jeunes, dont le parcours est un parcours de galère avec un nombre incalculable d'obstacles. Alors après, un autre enseignement, et là aussi qui est un élément sur lequel Ville et banlieue, et chaque fois qu'elle rencontre un ministre ou une ministre, rappelle une chose, c'est que toutes les politiques liées à la politique de la ville, elles ne peuvent avoir d'efficacité que si le droit commun de l'État est présent partout. Parce que, à travers ce que vous dites sur les chiffres, les évolutions notamment parmi les plus jeunes, ça doit nous interroger sur le parcours éducatif dans nos territoires. Parce que c'est comme anormal que dans un pays comme la France, on en soit encore à ce constat. Et heureusement, vous êtes là. Et sur la question du logement, oui, les collectivités, les intercos. Enfin, le point de départ sur la question du logement en général, et étudiants en particulier, c'est l'État. Et quand on voit
sans jeu de mots, dans l'état où ils mettent le logement social, c'est une catastrophe. On n'a jamais sorti si peu de logements. Alors aussi bien social d'ailleurs, et même y compris l'accession à la propriété est marqué, et aussi marqué et ralenti, qui fait qu'il y a des situations de vie qui sont assez terribles. Donc, toujours tenir les deux bouts, c'est-à-dire ne rien relâcher pour demander que le droit commun soit particulièrement puissant dans les territoires, bien sûr, politiques de la ville, mais y compris dans un certain nombre de territoires, je pense à des territoires ruraux, où les questions d'immobilité, je crois que c'est vous qui l'abordiez, est quand même déterminant. Parce que moi, vous avez vu mes cheveux blancs, donc j'ai connu les trains qui allaient du Mans à Malicorne, la Flèche, pour ceux qui connaissent la Sarthe. Aujourd'hui, il faut prendre le bus, donc dans des conditions un peu moins fréquentes et moins de qualité, quoi, objectivement. Moi, je rêve de revenir à un aménagement du territoire où on revienne avec des mobilités douces, des trains, pour permettre effectivement que quel que soit l'endroit où tu habites, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à la santé, au sport, aux pratiques, soit des réalités. Aujourd'hui, c'est trop souvent des droits virtuels. On voit bien d'ailleurs, par exemple, je prends un exemple sur le coupon sport, le coupon Macron, je vais l'appeler comme ça, de 50 €. Les chiffres, je suis dans une région où les chiffres sont plutôt bons de manière générale, ils sont catastrophiques dans nos territoires. Parce que nos territoires en plus, donc politique de la ville, nécessitent beaucoup de médiation, d'accompagnement. Ce que vous faites, vous, au quotidien, dans vos actions. Ce que font les services publics locaux. Mais dans le même temps, on peut être, et vous, association, ou nous, collectivités, très inquiets. Et c'est un peu le thème, et ce midi, on a fait à l'ouverture, enfin, début d'après-midi, du congrès, une initiative forte avec les maires. On est très inquiets de ce budget 2025. Parce que les chiffres que vous avez donnés les unes, toutes les deux, si ce budget programmé il se met en œuvre, ça va se dégrader. Ça va se dégrader, obligatoirement. Donc voilà, y compris c'est le rôle d'une association comme la nôtre, d'être un peu l'interface entre les différents ministères et puis les associations qui font un travail remarquable. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'y compris pour Ville et Banlieue, on a beaucoup amélioré notre travail avec les associations, quels que soient les secteurs d'ailleurs, après l'appel de Grigny de 2017, les territoires gagnants, le rapport Borloo, où on a peut-être appris ou réappris à travailler ensemble. Parce qu'on a un problème également, c'est trop souvent on travaille en tuyau. Et on méconnaît ce que l'autre fait. Et quand tu es maire, tu passes ton temps à dire, attendez, on va faire un état des lieux, on va regarder un petit peu qui est-ce qui intervient. Il ne s'agit pas d'en ajouter toujours. C'est voir comment là où il y a des expériences et pratiques qui réussissent, qui sont innovantes, on s'en inspire pour les développer. Mais par exemple, ce que tu disais sur le logement, vous avez une expérience, pareil pour toi, ça devrait être repris beaucoup plus largement au niveau des décideurs. Et là encore, je mets au niveau de l'État, ce qui est pas, c'est pas mettre, sous-estimer. Il faut continuer, il faut vous accompagner. Mais quand ça marche, il faut travailler effectivement la généralisation des dispositifs. Parce que ça aussi, ça donnera, je trouve, je vais prendre plutôt de manière négative, c'est pas mon habitude, mais vous faites vos activités, parfois c'est désespérant. Tu dis, mais c'est comme nous, politique de la ville. Vous te rendez compte le poignon de dingue qui est mis dans vos quartiers. Sauf que l'action que vous faites, et vous et nous, il ne faut pas l'étudier en arrêt d'image sur faut le mettre sur peut-être 10 ans. Parce que dans nos quartiers, les quartiers, il y a des femmes et des hommes qui sont passés par les différents dispositifs que vous menez, que les villes font et d'autres associations, qui sont sortis, qui ont trouvé leur chemin et qui ont quitté le quartier. Et qui sont remplacés par des gens, des habitants qui sont plus pauvres et encore plus en précarité que ceux qui les ont quittés. Et donc, il faut aussi valoriser, parce que ça peut avoir un côté désespérant pour les uns et les autres, d'autant plus quand l'environnement public, sincèrement, il n'est comme pas extraordinaire pour accompagner ce que vous faites les uns et les autres d'une manière remarquable. Bien, merci pour ces propos qui sont à la fois lucides, mais teintés quand même d'optimisme, parce que finalement, vous en trouvez quand même une petite porte, et en tout cas, au bout du tunnel, on voit quelques lumières.
Donc, il y a effectivement nécessité à approfondir nos collaborations et clarifier peut-être nos interpellations. Je vous propose de vous donner la parole si certains d'entre vous souhaitent des précisions ou des commentaires. J'ose espérer qu'il n'y a personne puisque la console me demande de conclure cette table ronde, ce que je fais en vous remerciant collectivement.